vibration terre, votre premier degré. Et il est intéressant aussi parce qu'il est dans une réalité et il est aussi dans une observation que vous pouvez tout de suite saisir. Vous voyez? Et bien sûr, il faut aller plus loin. Et souvent, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. C'est toujours plus subtil. Mais quand même, c'est la même chose. Vous avez aussi, c'est une chose que vous pourriez regarder si vous avez la possibilité de faire des thèmes de plusieurs générations de parents-enfants. Et moi, j'ai pu faire des thèmes justement de plusieurs générations de mère-fille, petite-fille et même au-delà. Et il y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est la superposition de la Lune sur Saturne, des mères-filles. Vous voyez? Et là, on retrouve cette espèce de lien dans le temps et dans l'espace, cette espèce de lien karmique, cette espèce de lien lié à la sensibilité féminine, la mère, la grand-mère, l'ancêtre, etc. Vous voyez? Et ça, c'est même émouvant, si vous voulez, de retrouvailles. Je ne dis pas que c'est mécaniste, il n'y a rien de mécaniste, il n'y a rien de systématique, mais c'est assez intéressant pour en faire le recherche, et pour en faire la constatation. Quel exemple généalogique Formidable. Par exemple, la famille, c'est tout marqué par une alliance, quelque part. Et donc, l'autre s'appelle une planète, c'est une autre famille, c'est Jupiter. Donc c'est un degré de Jupiter. Tous une planète, même de 21e. D'ailleurs, vous voyez, ça, oui, vous voyez, c'est même banal de dire, mais finalement, on le retrouve, ça, facilement dans les thèmes par enfant, c'est que l'ascendant est souvent lié à un des signes des parents. Hein, et c'est banal, parce qu'on peut le constater tellement souvent. Ça, ce qui montre bien ce passage des hérédités, des comportements, des sensibilités, etc. Justement, il y a eu un thème qui ne correspondait pas à cette généalogie. Oui, ça a posé problème. Oui. Mais bien sûr, oui, mais je comprends. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui ont aussi, qui prennent, si je puis dire, des hérédités familiales beaucoup plus lointaines que ça, et beaucoup plus complexes. Oui. Hein. C'est pareil, les frères et sœurs. Vous voyez de ces coïncidences, entre guillemets, qui sont absolument merveilleuses, au fond, qui sont... moi, je m'émerveille toujours, vous savez, ça fait 20 ans que je fais l'astrologie, je m'émerveille toujours de voir ces correspondances, cette espèce de grande horloge bien organisée qu'on retrouve à travers toutes ces filiations de thèmes. Madame Avaux. Que dites-vous des Gémeaux qui présentent avoir la même vie et qui ont des vies très différentes? Oui. Alors, un signe, ça ne veut pas dire grand-chose. Ah pardon, excusez-moi, j'ai compris les Gémeaux. Ah, les jumeaux, oui d'accord, les jumeaux, voilà. Alors voilà, ça c'est très intéressant, ce que vous soulevez là, effectivement. C'est vrai qu'il y a des thèmes de jumeaux qui sont pratiquement semblables. Vous avez des jumeaux qui n'ont... il y a une différence dans les thèmes, parce qu'il y a eu des décalages de 10, 15, 20 minutes. Donc déjà, la lune a bougé, les ascendants ont bougé. Donc déjà, on sent que c'est déjà un petit peu différent. Donc on peut déjà comprendre qu'il y a des différences. Mais c'est vrai, j'ai vu des thèmes de jumeaux où il n'y avait pratiquement pas de différence, où vraiment les enfants étaient nés pratiquement les uns derrière les autres, et les thèmes, bon, on peut dire, bon, l'ascendant, 4 minutes après, va avancer dans le texte, etc. Logiquement, ça ne doit pas faire de différence fondamentale. Mais c'est là, justement, où il faut bien comprendre que l'astrologie n'est pas mécaniste et que le vécu d'une personne peut être vécu sur des plans différents, tout jumeaux que l'on est. Ce qu'on va retrouver, ce sont les cycles. Les cycles seront semblables. C'est-à-dire, si on a un cycle de difficulté, les deux jumeaux ont un cycle de difficulté. S'il y a un cycle de facilité, les deux jumeaux ont un cycle de facilité. Ça, on n'y échappera pas, les jumeaux n'y échapperont pas. Mais ce cycle de difficulté et facilité peut être vécu sur un plan différent.
voyez, sur un plan différent. Je me souviens de deux petites jumelles, et justement, c'était un papa qui était venu avec le thème de ces deux petites jumelles, et comme il était d'ailleurs très avancé en astrologie, et je dirais, non seulement avancé techniquement, mais mentalement, il me disait, vous voyez mes petites jumelles, elles ont vraiment le même thème. Et effectivement, elles avaient le même thème. Et à la naissance, avait ce qu'on appelait autrefois la maladie bleue, vous voyez, une maladie cardiaque très très grave. Et l'autre n'a rien. Or, la petite qui avait la maladie grave a été, donc elles ont été séparées à la naissance. La petite qui avait la maladie grave a été opérée, a été soignée. C'était une enfant qui était restée très gaie, qui semblait ne pas être touchée par la maladie. Elle était restée une enfant finalement, bon, qui semblait souffrir physiquement et qui souffrait physiquement sans doute et qui moralement ne semblait pas touchée. Or, l'autre petite jumelle a fait comme une espèce, je ne dirais pas de dépression nerveuse, parce qu'on ne peut pas dire ça en tant qu'un petit nouveau-né, mais c'est une enfant qui ne pouvait pas manger, c'est une enfant qui était, je crois, comme une sorte de déprime, vous voyez, c'est une enfant qui ne souriait pas, qui ne vivait pas. Et lorsque la petite jumelle a été guérie, tout d'un coup l'enfant s'est ouverte, s'est épanouie, a vécu normalement, ça, vous voyez. Eh bien, ça nous fait bien comprendre ici que le cycle était douloureux pour les deux enfants, mais que l'une l'a vécu moralement, si je puis dire, psychologiquement. C'était un petit bébé un peu mort, qui ne voulait pas manger, qui ne souriait pas, qui ne réagissait pas. Et l'autre, c'est vrai, sur le plan, en plus, regardez le symbole du cœur. Et en plus, donc on peut dire qu'effectivement, moralement, ce petit bébé vivait la maladie, presque une maladie mortifère. Elle le vivait psychologiquement et l'autre le vivait véritablement au premier degré. On revient à l'idée des degrés. Et moi je pense que ce qui est souvent quand ce sont des jumeaux, qui peuvent avoir des enfants à l'autre part, des choses comme ça, qui vivent chacun, si vous voulez, une partie de la vie. Oui, et vous pensez qu'elle peut vivre une partie. Moi je trouve que si vous voulez, ils ont une vie complémentaire et différente. Vous savez que, d'ailleurs, vous voyez, les signes face à face, ils sont presque jumeaux, les signes face à face, dans leur comportement, dans leurs désirs, dans certains mécanismes. Et au fond, on pourrait les comparer un petit peu justement à deux faces, ça revient un peu à ce que je dis, aux deux faces, absolument, aux deux faces des jumeaux, un petit peu comme vos axes. C'est exact, oui. Mais c'est vrai qu'en plus, il ne faut pas non plus viser certaines facettes liées au libre arbitre, au karma. Bien sûr, il y a des points qui nous échappent quand même. Hein. Il y a des points, on pourrait dire, au niveau de l'âme qui nous échappent. Et finalement, quelquefois, c'est plus confortable au niveau événementiel ou l'événement ponctuel, alors que vécu au niveau subtil, c'est déjà plus fin, c'est déjà... et quelquefois, on ne peut pas toujours expliquer à une personne parce que ce n'est pas toujours son attente. Son attente est plus liée à des faits très ponctuels. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais acheter ma maison? Est-ce que je vais changer de travail? Etc. On comprend. Effectivement, c'est une demande tout à fait légitime. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des vécus avec des vibrations beaucoup plus subtiles. Voilà. Quelqu'un voudrait poser une question? C'est toujours votre interlocuteur favori? Oui. Pour la naissance, actuellement, il y a des naissances qui sont pas mal d'horaires ouvrables. Ah oui, je sais pas. Oui. Oui. Et pour les Gémeaux, ce n'est pas quelque chose de correspondant aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir non pas un dégât de 4 minutes, parce que ça c'est la donc on a un problème qui peut être un peu plus tard, mais il est forcé parce qu'il y a traité, parce qu'il est... Oui. Oui. Il y a un décalage dans le temps. Oui. Oui. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais en même temps, au fond, à quel moment le thème existe?
c'est la représentation d'un individu. En principe, au cri d'enfant, parce qu'à ce moment-là, il aspire le cosmos environnant, l'air qui pénètre dans l'homonyme du cosmos. Donc, c'est à ce moment-là qu'il aime. Le cordon est coupé avec la mer, il y a une autonomie, il aspire le cosmos, il est étudié le cosmos. Pardon. Oui, oui. Et je crois, vous savez, au fond, bien sûr, s'il y a une provocation, il y a plus en plus de provocation. Ça vient bien, c'est ça, dans un schéma cosmique. Ça fait partie de nos techniques uraniennes. Et Uranus est technique, et nous vivons la technique. Et l'individu est pris dans un schéma uranien. Il est pris dans un schéma technique. Et mais ça peut être très bon auprès des ordinateurs, parce que déjà, il est programmé. Hein? Oui. Pour ce qui est des jumeaux, j'ai eu à m'intéresser à certains cas de jumeaux, de jumelles, ou jumeaux-jumelles, enfin. Et j'ai souvent remarqué qu'ils se partageaient le thème signe solaire ascendant. Oui. Très souvent, j'ai remarqué que l'un était plus signe solaire et l'autre était plus signe ascendant. On sent pousser l'investigation beaucoup plus loin. J'ai vraiment très souvent remarqué ça. Oui, c'est une remarque très intéressante. Bon, effectivement, il faudrait faire au fond des statistiques autour des Gémeaux. Peut-être qu'on n'a pas assez de matériaux autour des Gémeaux, autour des Gémeaux, mais c'est sûr qu'il y aurait tout un champ d'observation. En plus, c'est d'autant plus passionnant que ça nous fait comprendre l'individu au-delà de nos frontières, tout à fait. Voilà, ça amène des subtilités. Pardonnez-moi, mais justement, il y a eu plusieurs questions sur les jumeaux, et il me semble que vous l'interprétez les uns les autres, vous avez la dialectique et la duplicité, je dirais, du jumeau. D'ailleurs, vous avez employé tout le temps le terme gémeaux par lapsus révélateur. Oui. Mais qu'en est-il, pardonnez cette question que je posais, qu'en est-il dans le cas du triplé ou du quadruplé ou du quintuplé? Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus question de dire, bon, c'est le signe solaire ou c'est la semaine. Comment ça se passe à ce moment-là? Ils se répartissent les 12 degrés du zodiaque? Oui. Et bien, on n'en a pas beaucoup. Selon la dynamique des cycles, ils doivent se partager effectivement, selon la dynamique des cycles, ils se partagent peut-être. Vous savez, je crois qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses passionnantes. Et je pense que déjà, au niveau du ventre de la mer, il peut se passer déjà beaucoup de choses qui nous échappent complètement. Il y a déjà des échanges au niveau des enfants, au niveau de tout ce que la mère ressent. Et déjà, dans ce ressentir, il y a peut-être déjà un partage des sensations de la mère. Il y a peut-être déjà, bon, ça c'est une supposition, pas un dogme bien sûr, enfin on peut évidemment... Parce que ça pose également la question des jumeaux astro, c'est-à-dire les jumeaux qui ne sont pas de sang, mais... Voilà, ça aussi c'est intéressant. Voilà, les gens sont même. Alors, ils peuvent vivre des choses semblables, mais sur des plans symboliques différents. Je me souviens, une fois l'émission de Molac, justement, où ils avaient donné des thèmes, d'ailleurs c'est toujours un peu catastrophique, parce que ça sonne un peu au boudin, mais enfin bon, ça fait rien. Mais il y avait justement les thèmes de deux jumeaux cosmiques, de deux jumeaux astronomiques. Et alors évidemment, je dis tout en plus comme si avec des oreilles très très sceptiques, c'est difficile à faire passer quelque chose si on n'est pas prêt non plus à l'entendre, parce que ça demande quand même, c'est culturel au fond l'astrologie, on nie l'astrologie en Occident, parce que c'est sûr, enfin on le nie de moins en moins, heureusement, mais bon, en Orient, c'est vrai que l'astrologie est très banalisée finalement, on ne la discute pas, chez nous on la discute encore. Donc c'est vrai, quand on parle d'astrologie, on peut pas toujours en parler d'une manière comme on en parle ici, parce que vous êtes des adeptes de l'astrologie, donc vous avez une oreille ouverte et une compréhension ouverte. Donc c'est vrai que dans une émission, c'est très ingrat, parce qu'on va trouver des gens qui systématiquement sont détracteurs. Bon, c'est pas une critique que je fais, après tout, chacun oriente sa pensée comme il l'entend. Mais c'est plus difficile de faire entrer toute la partie animique et symbolique de l'astrologie, parce que si on n'est pas prêt, on ne va pas entendre ce discours, bien sûr. Il faut déjà comprendre que l'homme a des dimensions cosmiques. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, parce que c'est pas rentré culturellement chez tout le monde.
Mais, je ne sais plus pourquoi je m'étais embarquée là-dedans, j'ai perdu le... Dans l'émission de Paula, c'est le Oui, c'est ça, oui, voilà, ça y est, oui. Donc, il y avait thème de jumeaux astro, c'est ça. Et il y avait un des personnages, ils étaient là tous les deux très sceptiques, les deux jumeaux astro, et il y en avait un qui était alpiniste et l'autre qui était aviateur. Bon. Pour un astrologue, ça fait tilt, parce que vous vous dites, ils montent tous les deux. Hein? Tous les deux, ils montent, tous les deux, ils ont une inspiration vers le haut. Bon, il y en a un, évidemment, c'est la montagne, et l'autre, c'est l'aviation. Évidemment, si on dit ça d'emblée à des gens qui n'ont pas une culture astrologique, ils vont vous dire qu'est-ce que vous racontez, c'est pas la même chose. Hein? Ils vont vous dire c'est pas pareil. Si je suis alpiniste ou aviateur, c'est différent, bien sûr. C'est différent au premier degré, alors là on revient au premier degré, mais vous avez même symbolique, effectivement, cette idée de monter la montagne et... Alors, on va encore 2 minutes et après nous allons passer à l'entracte, à la pause pour le dîner. Pour ceux qui en tout cas le souhaitent, je pense que c'est quand même nécessaire, il n'y a pas eu beaucoup de suspension de séance, de pause. Il n'y a pas eu des changements de rythme, des changements de style. Oui, je crois que ça fait une pause en soi, cette alternance. Bien, est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ou apporter une idée personnelle, parce que c'est enrichissant aussi, votre expérience. Ce qu'on appelle les faux jumeaux, des gens nés à presque une année sur l'autre, mais qui ont des niveaux du ciel en harmonie à 30 degrés. Ils ont des événements qui vont se faire. Les événements décalés? Oui, mais les mêmes événements qui vont se faire au niveau situation, déménagement. Alors là, vous voulez dire les cycles au fond. On va retrouver l'idée des cycles. Oui, c'est-à-dire que vu que eux, ils ont donc un décalage de 30 degrés qui rentre dans les... C'est beaucoup ça, 30 degrés. Des jumeaux. Oui. Des faux jumeaux. Non, ce ne sont pas des vrais jumeaux, tout ça. Oui. Ah, oui. C'est des jumeaux astrologiques. Oui. Des jumeaux astrologiques. Ah, oui, donc, ils sont nés avec un décalage d'1 an et avec un décalage de 30 degrés au niveau du milieu du ciel. Et ils ont donc... mais ça change tout. Oui, ça fait un signe. C'est toute une symbolique de changer. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de la chaîne. Ça changerait déjà. J'ai déjà rien comme signe. On sait très bien, par exemple, quelle période de style, prophétique, c'est pas... Mais en tout cas, peut-être d'autres discussions pour avoir lieu de façon informelle. En tout cas, je vous remercie. Ça nous a permis de terminer l'après-midi sur une note assez rafraîchissante. Monsieur Juste Jonathan, vous avez une thèse, vous êtes chère, concernant le quartier de la Défense. Vous pensez que l'architecte, ceux qui mettent en place les structures de la Défense, vont respecter une inspiration zodiacale. Bon, attendez, je continue. Donc, nous avons vu ce matin, dans le cadre de l'atelier de géobiologie, qu'effectivement, certains architectes choisissaient des matériaux en rapport avec l'équation astrologique des personnes qui devaient habiter. Par exemple, M. Gérard Senior a transformé le restaurant L'Omelette-Rie en transformant les revêtements muraux, les revêtements du sol, pour tenir compte de la caractéristique astrologique du maître des lieux. Bon, alors donc, vous, si je me trompe, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, vous pensez que finalement le plan de la Défense obéit à une structure zodiacale au départ, ou est-ce que ça s'est fait sans que ça s'est fait malgré les hommes, ou ça s'est fait parce qu'il y avait un projet humain à l'origine? Bon, j'ai trouvé l'origine en 1935 dans une brochure d'une commune voisine qui s'appelle Courbevoie, qui a créé un zodiaque de Charras. Ce zodiaque était une ébauche très particulière, présentée dans le bulletin municipal pour lancer un programme de 1000 logements, et le texte
sous lequel était marquée la cité de Platon comme emblème, précisait « Le temps est enfin venu d'édifier des bâtiments aux constellations du zodiaque ». L'architecte était un architecte en chef de l'État qui a donc fait le premier essai de zodiaque en France, c'est-à-dire une structure qui répond à une numérologie bien précise, car ce zodiaque commençait la série des 150. En astrologie, ça signifie à peu près la Vierge, du point de vue correspondance. Le zodiaque de la défense fait partie d'une complémentarité qui est sortie en 1949, qui avait pour but la défense du territoire sans jeu de mots, bien qu'il y ait la statue de la défense qui commémore la résistance des Français après la Commune. Donc il y a une référence avec ces pyramides qui est sur un axe bien précis, qui conduit à d'autres pyramides au pied de Saint-Germain et qui rejoignent l'axe du Louvre. Ces pyramides sont mises dans des lieux géométriques qui correspondent à un découpage de nombres. Si je prends une toute petite pyramide, par exemple, qui se trouve sur le parvis, ce qui indique bien qu'il s'agit d'un lieu magique, eh bien, il y a 11 cases en façade, 7 cases en profondeur, et en regardant derrière la grande arche qui voisine les 3 arches du Knit, nous découvrons une pyramide sur la case 52, ce qui ésotériquement veut dire la force du dragon, donc l'énergie de la Terre. Vous utilisez cette énergie, vous l'évacuez si elle devient mauvaise, on a placé des pyramides. Alors il y a une place de la pyramide qui est dans un lieu poisson bien entendu, et étant poisson, il y a 2 systèmes poissons puisqu'il y a en fait 24 heures présentées à la défense. L'une commence par la tour Atlantique et la dernière s'appelle Neptune, ce qui vous met sur la voie. Il y a un matériau particulier par chaque type zodiacal, donc ça rejoint un petit peu les préoccupations des architectes, car dans les tours poissons, il y a une vision vers le ciel qui est projetée par des colonnades qui s'arrêtent sans rupture avec le ciel. Leur nombre également peut se compter, et c'est un système initiatique et défensif. On a reconstitué somme toute un zodiaque comme à Delphes, comme il en existe à Toulouse, mais celui-ci est particulièrement structuré. Et l'originalité de ce zodiaque est le fait que je l'ai découvert il y a 3 ans et que les trous que j'avais annoncés se sont bouchés conformément aux règles zodiacales. C'est presque une table de bas-relief de l'architecture. Absolument, on y trouve d'ailleurs des nombres magiques. On construit par exemple dans cette fameuse arche 4 étages par jour. On y inscrit dans la publicité une cathédrale, et pas n'importe laquelle, Notre-Dame, pour lui donner ses vraies dimensions. On vous explique que la structure, en bas comme en haut, est faite de 9 cases, que les structures latérales sont faites de pavés 5 par 5, c'est-à-dire 25, que chaque pavé lui-même structuré de 7 par 7, c'est-à-dire que le nombre est présent partout. Alors l'originalité des 24 heures est manifestée par un monument qui s'appelle Midi-Minuit, sur lequel il y a les 24 positions du Soleil. Donc, et quand on veut parler de 24, on entend par là 12 ensembles qui correspondent aux 12 premiers nombres, et ensuite de 13 à 24, la complémentarité. Donc il y aura un diocénaire uranien, c'est-à-dire quelque chose d'esthétique, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, et un deuxième duodénaire, précisément plutonien. Les places deviendront des cours. Tout deviendra extrêmement compliqué, tordu, car c'est un quartier plutonien. Vous êtes un peu le prophète de la défense, d'une certaine façon. D'une certaine façon, mais comme vous dites prophète, ça peut être très dangereux, car il y a 3 ans, un journaliste a copié un manuscrit que j'avais fait, et il a perdu son poste dans le mois qui suivait. Perdu un avenir également dans sa carrière, et tout simplement parce qu'il a voulu démystifier quelque chose de très sérieux. Regardez par exemple ici le découpage qui va vous donner un ensemble de 1 à 6, de 6 à 12, et on continue après pour arriver jusqu'à 24. Et la structure doit se lire dans ce sens vertical, ce qui veut dire qu'il y a 2 pieds à la cathédrale comme une porte. L'une, c'est Neptune bien entendu, et l'autre c'est la tour Nobel, qui a changé de nom, qui voulait dire la force uranienne ni plus ni moins.
Autrement dit, c'est une structuration voulue par 3 architectes, prévue pour 40 ans, sur 3 communes, et qui s'appelle, comme il le fallait, Paris La Défense. C'est une ambiguïté qui fait peur à tous les élus locaux qui n'apprécient pas du tout ce patronage. Et l'État se charge des superstructures, ou plus précisément des jonctions et de l'esthétique. Donc, quand je parle de La Défense, il s'agit en fait d'environ 70 immeubles. C'est un zodiaque qui continue à se développer. La zone initiale s'étend. La durée de l'association d'État qui s'appelle l'EPAD, qui gère l'ensemble, est elle-même reportée d'année en année. Donc, mais il se passe des choses. Mais il y a quand même une chose que je voudrais comprendre. Est-ce que parce qu'il y a vraiment deux hypothèses complètement différentes concernant votre travail. À vous entendre, on a l'impression qu'il y a une espèce de zodiaque sous-jacent qui s'impose malgré les hommes, contre leur volonté. Et à la fois, d'un autre côté, on a l'impression aussi qu'il y a quand même un projet de quelqu'un, d'un architecte, d'un concepteur. Alors, quelle est la thèse que vous acceptez? La thèse est très simple. Il y a eu ce que l'on appelle vulgairement une implantation franc-maçonnique, une pierre de fondation. Ceux qui ne savent pas ce que c'est peuvent se rendre au Louvre, dans le département sumérien très difficile à rencontrer, car il faut y aller certains jours. On découvre une trentaine de pierres de fondation. C'est ce que l'on faisait pour des villes, pour des capitales, pour des lieux magiques. Cette tradition s'est poursuivie dans les cathédrales, ce qui fait que, par exemple, que s'il y a un accident mortel, on décale le lancement de la cathédrale d'une certaine manière. Il y a le coq noir qui est tué la nuit. Enfin, il existe des rituels du Moyen-Âge qui eux-mêmes ont succédé à des rituels beaucoup plus anciens. Et la haute hiérarchie des architectes, on se connaît d'ailleurs l'architecte qui est à la clé de l'ensemble, fait partie d'un groupe de 5 architectes qui a construit 8 des tours les plus fantastiques. Mais quand certaines choses ne se produisent pas, on a l'impression parfois qu'il y a une sorte de volonté qui empêche certaines choses de se faire ou qui force d'autres choses à se faire. C'est une volonté quand même mystérieuse, c'est une volonté occulte. C'est une volonté occulte. Je vais vous donner un cas concret. La fameuse arche qui est superbe, elle a une inclination qui a été constatée par tous les experts de 6 degrés. Alors on a mis les calculs d'ordinateur en place, on a expliqué que c'était le sous-sol, on a expliqué des tas de choses et en fait on a fait un constat d'impuissance. La réalité est beaucoup plus simple. 6 degrés vont lui donner la vie de la Terre et vont laisser passer le soleil là où il le faut. Voilà le message occulte qui a été voulu. Mais quel est votre... Alors je vous pose une question, qu'est-ce que c'est pour vous l'occulte? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des forces? Est-ce que ce sont des vibrations? C'est quoi l'occulte? L'occulte, ça consiste à mettre un certain rituel sur une pierre qui est enfoncée dans un certain lieu qui doit répondre à une notion précise, c'est-à-dire en l'occurrence défendre le territoire. Est-ce que l'état de la pierre de fondation est une sorte de programmation? Absolument. C'est un rituel qui fait que si on propose à un promoteur d'un immeuble une structure, même si c'est accepté, budgétisé, c'est balayé du jour au lendemain. Or, imaginez un lancement simplement sur l'arche elle-même qui est cubique, référence sumérienne évidente, dans les nombres, dans les formes et dans tout, eh bien, on constate qu'il y a eu 800 demandes, 400 et quelques projets, un seul a retenu l'attention du président de la République et a fait l'unanimité. Et l'architecte a écrit un texte sublime en disant « Je construis le monument de l'histoire pour que il se passe des échanges, il se passe des tas de choses. » Il a écrit un texte sublime et c'est un Danois. Quand on regarde ce qui se passe au Louvre, qui est un ensemble du même style, vous ignorez qu'il y a en fait 4 pyramides, vous ignorez que l'architecte a prévu une programmation avec des nombres particuliers. Il y a le chiffre 33, il y a un certain nombre de triangles. Pourquoi la pyramide du Louvre, justement? Pourquoi y en a-t-il une inversée sur les 4? Alors, celle qui est inversée, c'est celle qui est sous les figures géométriques que vous voyez. Car je dis bien que ce sont les architectes qui sont à l'origine de toutes ces notions très secrètes, disons, mais qui ont comme support la géométrie, c'est-à-dire le nombre mis en place. Non, mais on connaît les théories de nombre et de géobiologie sur l'utilisation du nombre d'or, les schémas régulateurs. Mais qu'est-ce qui peut donner la certitude que ça soit opératif? On connaît par exemple des expériences qu'ont faites les Tibétains en France. Certaines sont judicieuses, d'autres ne le sont pas. Par exemple, visiblement, le temple de Bourgogne est très bien conçu, mais visiblement, il ne s'incarne pas dans la terre.
Bon, et ils le reconnaissent eux-mêmes, donc ils ont encore un certain savoir traditionnel, mais visiblement, c'est plus tout à fait opératif. Qu'est-ce qui peut rendre certain que les tracés régulateurs vont mettre en relation tout l'écosystème, en fin de compte, d'une ville comme Paris, en plus, qui n'a pas de... En apparence, c'est justement, apparemment, les problèmes qui vont se produire. C'est-à-dire qu'on va sentir une force qui force les hommes, justement, à aller dans un certain sens. Si je prends l'immeuble 11, qui représente la force uranienne la plus pure qui soit, à l'origine, il était prévu d'avoir 4 tours de 300 mètres de haut. L'ensemble est devenu quelque chose de très extraordinaire. C'est l'ensemble bleu qui figure là-dessus, avec des unités sur lesquelles, facialement, on voit tous les symboles uraniens, les axes cardinaux. Sur la façade, sur 300 mètres, l'emblème d'Uranus est présent. Sur 300 mètres, je dis bien. L'intérieur est un ensemble isolé du contexte de la défense, géré par des gens autonomes, les commerçants. À l'intérieur, vous avez un zodiaque miniature, où il est question de ciel, d'arcade, d'hélice, enfin tous les mots sont en place. Or, ces mots n'ont pas été voulus, ils sont venus par bribes. 25 architectes ont proposé des œuvres d'art qui ont été mises en place par des organismes multiples, qui ont été localisés par hasard et qui vont tous dans le sens du quartier. Donc ça rejoint les notions architecturales essentielles. Une structure de nombre appelle les gens qui font vivre le nombre. Exemple, les immeubles vierges qui sont très cellulaires sont tous bétonnés, sont tous affreux. Ils représentent le quartier de l'industrie type et vous trouvez toute la chimie réunie dans ce quartier. Voilà un cas concret. Et quand vous regardez les appellations elles-mêmes, données par les uns et les autres, vous retrouvez par exemple en Lyon, d'une part, l'extériorisation dorée. Vu de loin, vous ne voyez que du doré. Vous trouverez la place de la Corolle, la place de l'Iris, vous trouverez des tas de choses qui sont venues, disons, de bribes et de... Alors c'est plutôt l'inconscient collectif qui... forcément, une magie opérative à base du nombre appelle les gens vers le nombre. Mais l'inconscient collectif qui doit passer par un support particulier qui soit capable de... Non, enfin c'est pas vraiment... Enfin c'est l'inconscient collectif qui a quand même... qui doit passer par cette fameuse pierre de fondation. Bon, pour vous montrer à quel point c'était voulu, on a voulu quelque chose qui durait. Un ensemble de 70 immeubles découpés en 11. Voilà une décomposition tout à fait inhabituelle. Ce qui prouve bien qu'on a voulu éviter l'erreur égyptienne d'un système parfaitement ordonné qui, à 12, se ferme tout seul. Et ça a l'air de vous passionner, ce sujet, M. Dorsan. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Je vais m'efforcer, je vais essayer. J'avais envie de répondre pourquoi la mémoire collective inconsciente de ces hommes, peut-être. Non, en réalité, je connais les structures des nombres et les nombres vont vous appeler. Donc il y a une espèce d'appel du nombre. Est-ce que vous avez des expériences comme celle-là dans votre carrière Non, mais je comprends votre question et en toute bonne foi, je vous demande de pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que je peux vous répondre? J'étais ces derniers jours à Toulouse. Nous avons visité des châteaux cathares. Il y a un Toulousain ici d'ailleurs, j'ai vu son... Oui, c'est un de toute façon, il y a un zodiaque autour de Toulouse. Demain, pas voulu, mais il existe. Et nous visitons des abbayes, cisterciens, etc. Et à un moment donné, je dis mais qu'est-ce que c'est ça? Et je regarde mon glace. 2 ou 12, 24. Et à 11. Alors ils me regardent tous. La petite qui avait 3 ans, avec qui on a déjeuné, elle a dit, ça ne va pas la tête, tout à l'heure, alors on m'a dit autre chose. Je dis non, c'est pas possible ça. Alors c'était moi, catholique, cistercien, etc. Mais est-ce que vous croyez, monsieur, qu'il pourrait y avoir une influence grecque ou plutôt égyptienne? Parce que je vous dis, je suis très intéressé par les rosaces, par la division du cercle, mais en Inde, c'est la première fois que je sais. Lance, pour moi, ça évoque Jupiter, le dieu Zeus. Ouais. Je dis en quelques mots, Jupiter il tourne autour du Soleil, mais on ne savait pas que les planètes tournent autour du Soleil, si on les considère à partir de la Terre, Jupiter,
Jupiter fait le tour du Soleil en 12 ans. Il fait le tour du système solitaire en 2 ans, quelque peu moins pour employer le mot de Nostradamus. Quelque peu moins, c'est très important. Parce qu'en réalité, il va faire 7 fois sa révolution solaire, 7 fois 12, ça fait 83. Si seulement avec Uranus, que 7 fois 12, ça donne 84. Bref, si vous dessinez la rosace que Jupiter dessine vue de la Terre, nous sommes sur la Terre, non. Peu importe si nous savons, si nous avons déjà que la Terre tourne. Adressez-vous plutôt à la caméra. Du Soleil, pardon. Alors, vous avez la Terre, et vous avez Jupiter qui fait le tour en réalité du Soleil, en 12 ans. Mais en réalité, vu de la Terre, étant donné le propre mouvement de la Terre autour du Soleil, Jupiter en 12 ans, il fait ça. Oui, il a fait ça. Il se rapproche à cause des rétrogradations. Encore 2 ans. Encore 2 ans. Alors ça, voyez-vous, c'est la distance Terre-Jupiter. Et puisque Jupiter, en réalité, il tourne autour du Soleil presque en faisant un cercle, enfin une ellipse assez peu allongée, si vous tenez compte des distances, il dessine ceci. Et je m'empresse de rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez, Jacques, puisqu'on a parlé du même livre. Cette figure, vous la retrouvez dans l'astrologie scientifique à portée de tous de Maurice Privat, un journaliste des années 20-30 qui a bien tourné, puisqu'il est devenu un grand astrologue pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et vous avez donc 11. Donc, la relation entre Jupiter et le nombre 11, pour moi qui suis astrologue et numérologue, et pour qui la vraie numérologie elle est dessinée dans le ciel, la vraie numérologie elle est cosmographique, elle est astrologique. La relation entre le nombre 11 et Jupiter, c'est indiscutable. Vous me direz 12. Ah, si vous voulez, oui, 12 ans, c'est vrai, parce que l'année c'est vraiment quelque chose de physique, de cosmographique. C'est le temps que la Terre met autour du Soleil. Alors, Jupiter égale 12, si vous voulez, et il est vrai que pour les hindous, le nombre de Jupiter c'est 3, puisque la somme théosophique de 12 ça donne 3, donc Jupiter est 3. Le 3 à la roulette, avec un Jupiter très très fort, à très très bref, dans des périodes très courtes, très brèves, très violentes, n'est-ce pas? Le 3 sort plus souvent qu'une fois sur 37. Mais le 11 et le 29, parce qu'il faut ajouter 18 à la roulette, n'est-ce pas? Là, puisque vous avez 2 fois 18 numéros. Et 29 de plus 9 également, bien entendu. Mais le 11 et le 29, avec Jupiter, après 200 000 observations, 200 000 boules astrologiquement chronotées, le 11 et le 29 sortent beaucoup plus souvent que le 3. Alors, je me trouvais dans les toutes dernières années auprès d'un homme qui était en train d'écrire un livre de numérologie. Et quand je voyais ce qu'il écrivait, vous savez, vraiment j'avais mal parce qu'on avait l'impression qu'il écrivait n'importe quoi. Et quand vous vous promeniez, je me souviens des dizaines d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser particulièrement à la numérologie à partir de l'astrologie, et que je faisais les... comment vous dites à Paris, le nom de la scène. Pardon? Lesquels? Lesquels? Oui, les bouquinistes, là. Ah oui, les boîtes de bouquinistes. Oui, les boîtes. Oui, c'est ça. Et si vous cherchez quelque chose sur la numérologie, vous trouverez que chaque planète, suivant l'auteur que vous preniez, c'était du n'importe quoi. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire beaucoup de traités sur la question, si, au cours des années, au cours de votre longue et prospère vie, vous verrez des absurdités, n'importe quoi. Alors là, moi, je peux vous garantir que du point de vue réel, vérité, il y a une relation entre Jupiter et l'homme. Alors, donc, j'ai demandé à ces clips, bon, mais alors, il faudrait y avoir, parce que Zéus, n'est-ce pas,
le nombre 11, oui. Pourquoi cette rosace en 11 degrés? Il y avait donc une grande rosace comme ça, et il y avait ici, il y avait 4. Voilà. Il y avait 4, comme on voit partout, 4, 8, 16, 32. Bon. Et ici, il y avait réellement 11 rosaces, supposons qu'il y en a 11, je ne sais pas combien. Ça m'a frappé, c'est tout. Bon, alors, oui, de toute façon, M. Jonathan va vous poser des questions. Mais je peux même vous expliquer, puisque je viens d'écrire un manuscrit qui fait déjà plus de 100 pages, simplement sur le 11. C'est-à-dire que si on voulait l'éditer, il en ferait facilement 200. Bon, et le 11, en fait, c'est quelque chose d'uranien. Uranien dans le sens maître du cosmos, dont Jupiter est le régisseur dans le terme hindou. Donc en fait, il y a une similitude entre l'un et l'autre. L'un est le maître d'œuvre, c'est Uranus le 11, dont Jupiter est l'exécuteur le 9. L'un, musicalement, s'appelle le Ré, l'autre s'appellera le Ré dièse, car toutes les notions astrologiques fonctionnent sur n'importe quel plan. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du nombre d'or. Je vous répondrai qu'un architecte ne se préoccupe jamais du nombre d'or, que le nombre d'or vient d'un coup d'œil et de nombres mis en place qui sont des nombres séquentiels. Si vous parlez en photographie de 24-36, c'est un rapport 2/3, c'est la quinte musicale solaire, et on ne s'occupe absolument pas de savoir si, à l'analyse, on découvrira le nombre d'or. Le nombre d'or est une résultante. Comme un numérologue qui va choisir un nom en disant je vais des chiffres et je vais les transformer, il trahit la vérité. La vérité, vous devez penser profondément, vous mettez des lettres, et les nombres vont vous dire si vous avez raison. Je vous signale au passage que si vous analysez juste le jeu d'atomes, vous trouverez 33. Ce n'est qu'un hasard pour certains, c'est une confirmation quand on analyse vraiment. Et il existe un immeuble 33. Et originellement, cet immeuble se distingue ésotériquement et physiquement. La surface faisait 11 000 m². La hauteur fait 130 m². Et les découpages sont des multiples de 13. 26 000 m² de bureau, etc. En somme, la magie du 33 opérée par des nombres mis en place, qui l'ont enrichi. Voilà. Donc il n'y a pas contradiction entre ce que vous dites, il y a simplement un changement de plan et la même fonction. Si vous voulez connaître Jupiter en sumérien, il s'appelle Mulbabar, ce qui veut dire en français père de la multitude. Babar, vous connaissez publiquement maintenant, et Mulbabar, c'est le père de la multitude. C'est donc bien le régisseur que l'on appelle en Inde Indra, par opposition à Uranus qui est en fait Vishnu. C'est donc un décalage de fonction, un décalage de plan, mais la fonction authentique 11 est structurelle, 60 l'anneau auquel vous faites allusion, est typiquement sumérienne, car le dieu 11 s'appelait 60 et c'est l'équivalent de Jupiter. Vous attribuez la relation entre 11 et Uranus? Absolument. Neptune? Neptune est un 12 et tout ceci se relève dans les métaux, comme vous analysez les électrons, comme vous les additionnez. Ceci est visible dans la main, comme vous savez lire ce qui est dans la main. Les planètes transplutoniennes sont dans la main et réunies. Uranus est d'un côté, Pluton est au milieu, Neptune est de l'autre côté. Et Pluton, qu'est-ce que Pluton se manifeste par un trou au centre de la main, à la base de la racine. La force plutonienne existe dans le chakra numéro 3, le nombril. Pour vous montrer que ça n'est pas une image absurde. Au point de vue numérologique, vous donnez 11 et 12 à Uranus et Neptune. Absolument. En réalité, Pluton porte le chiffre 13 quand il est sublimé et le 8 quand il est réduit à un état d'exaltation. Mais en réalité, ce que nous appelons 8, 13, ce sont des fractions de nombres, moi je connais, qui sont ce que j'appelle vulgairement des dominos, donc des forces beaucoup plus complexes. Comprendre le 13, c'est comprendre l'aluminium, c'est comprendre le fer 2 x 13, 26. Et de 26, vous arrivez à l'orientation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et à son caractère alchimique.